Bonjour Grégory. Bonjour Brigitte. Alors j'ai l'honneur d'accueillir professeur Grégory Minault, qui est l'organisateur, le président de NPHS, les approches non pharmacologiques. Et c'est très important aujourd'hui de valoriser, Grégory, tout le travail acharné que tu as fait pour être ici aujourd'hui, depuis hier, le sommet à la Cité universitaire internationale de Paris, où tu reçois plusieurs intervenants de par le monde qui viennent parler de l'importance d'intégrer des soins intégratifs dans le domaine de la santé. Quel a été ton moteur? Le moteur a été, quand j'étais chercheur et que j'ai commencé ma thèse, d'écouter des patients, vous dites MPOC, au Québec en particulier, parce que ces patients avec qui on donnait des bronchodilatateurs, les médecins disaient « Oh, vous êtes essoufflé à l'effort et vous ne devez surtout pas bouger. Et vous devez aller sur votre chaise et rester sur votre chaise et véritablement faire très attention parce que quand vous êtes essoufflé à l'effort, vous ne devez pas bouger. » Et donc nous, on a fait des recherches avec un de mes maîtres qui s'appelle Christian Préfaut, à écouter ces patients en disant mais peut-être qu'ils ont besoin aussi d'être autonomes, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir un peu de qualité de vie et peut-être que pour certains, ils ont envie de bouger. Et les médecins étaient finalement relativement contre et on a étudié par des études cliniques précises et notamment en collaboration avec le Canada, mais des programmes d'activité physique adaptée qui permettent d'améliorer non seulement la qualité de vie des personnes, l'autonomie, et on a fait des études très rigoureuses permettant de montrer que finalement non seulement on améliorait la qualité de vie des patients, la santé des patients et l'autonomie des patients, mais on faisait des économies. Et une de nos études en France a pu montrer qu'on peut économiser 381 € par patient tout en améliorant la qualité de vie et la santé des patients. Et tout d'un coup, en fait, parce qu'on a fait des études médico-économiques, les autorités de santé ont dit mais c'est vraiment intéressant en fait parce que vous pouvez faire des économies avec ces machins qui s'appellent des programmes et sur lesquels on ne savait pas comment ça s'appelait et on a été allé voir quel était le mot. Et le mot, on l'a trouvé à l'OMS en 2023, notamment dans un rapport sur les interventions qui améliorent l'observance pour le médicament. Ce mot s'appelle intervention non médicamenteuse. On trouvait ça pas très beau parce que ça a l'air d'être des antimédicaments ou des médecines alternatives. Et non, c'est pas le cas. Et en fait, tout le travail a été de dire, finalement, on peut proposer aux médecins non seulement, évidemment, des médicaments quand c'est nécessaire, mais aussi des interventions non médicamenteuses et d'autres actions qui sont nécessaires. Mais là-dessus, il y avait un vrai sujet. Oui, effectivement. En fait, on voit aujourd'hui la nécessité d'implanter des approches qui vont permettre à l'individu de reprendre possession de son propre pouvoir sur sa santé, parce qu'on sait très bien que si on fait des actions préventives, alors on pourrait toutes les nommer, les activités physiques, la méditation pleine conscience, que on parle beaucoup dans ton congrès, on voit qu'il y a vraiment des bénéfices certains. Mais toi, Grégory, tu es un performant. Hein? Tu as fait 2 doctorats en même temps, l'épidémiologie, chercheur, et donc à Montpellier, où tu es basé. Tu as pu, à ce moment-là, élargir ton champ de pratique et mettre à profit ta vision, parce qu'il faut être quand même un grand visionnaire et créateur pour pouvoir dire « je vais m'engager pleinement dans cette avenue au bénéfice de la santé de l'être humain ». Parce qu'on sait, oui, tu as parlé de l'économie d'échelle au niveau financier, parce qu'on sait très bien que les coûts en santé, c'est devenu faramineux. On voit que l'Organisation mondiale de la santé, justement, par certaines initiatives, ils essaient de sensibiliser les gens, justement, à des approches non médicamenteuses, ou aussi comment gérer son stress. Parce qu'on sait très bien que le stress, qui va créer une cascade de mauvaises hormones, est destructeur au niveau de la santé. Donc, à ce niveau, Grégory, tu pourrais peut-être expliquer quelle était ta volonté intérieure. Je crois que j'ai une inspiration, je vais le dire, mais québécoise, de pragmatisme. Ah oui. Dans la recherche au Canada, à un moment, il y a un gâteau, et ce gâteau, il n'est pas illimité, et il est temps qu'on donne l'euro qu'il faut aux personnes. Et ce que j'ai vu dans ma carrière universitaire, c'est de l'argent pour la recherche, de gens vouloir faire des études montrant ou pointant les problèmes.
c'est bien d'avoir des études qui essaient de comprendre les mécanismes et les problèmes. Mais finalement, ne pas mettre beaucoup d'argent sur les solutions à proposer. Et je crois que là, côté recherche, j'étais très déçu que les gâteaux aillent essentiellement à ça. Et en aval, en pratique, dans les organisations de soins, ce qu'on voyait, et ce qu'on voit en particulier en France, c'est que dans le vieillissement de la population, dans les actions auprès des personnes âgées en particulier, on demandait des contrôles permanents aux acteurs du soin ou de la prévention de refaire des évaluations comme s'ils étaient des chercheurs. Et donc, on s'est dit, on va créer une plateforme universitaire en 2011. C'était une plateforme universitaire sur laquelle on a invité des collègues québécois en particulier, comme Kim Lavoie et comme Simon Bacon, que je salue, et qui, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas faire des essais cliniques rigoureux, des études interventionnelles rigoureuses, qui pourraient pointer des solutions qui fonctionnent, non pas pour la population entière, c'est-à-dire des recommandations générales de santé publique, et tu l'as dit, sur la méditation en général, mais quel programme de méditation, pour quel patient, dans quel contexte de soins. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais finalement, il faut absolument avancer sur la construction, en fait, co-construire ensemble un modèle d'évaluation, tout simplement comme ça a été fait dans le médicament il y a 70 ans. On se met d'accord sur un process de validation d'un médicament, eh bien il faut se mettre d'accord sur un process de validation des INM. Et le gros problème, c'est que quand on a regardé un de mes étudiants, qui s'appelle François Carbonel, qui a fait son PhD avec moi, en fait, il a regardé la littérature et on a publié un papier en 2019 en disant « Y a-t-il une règle de validation pour les interventions non médicamenteuses ?» Et en fait, on a fait un papier montrant qu'il y en avait 46. Wow. Donc non pas 46 modèles d'une étude, mais de l'enchaînement des études. Donc on ne pouvait pas finalement s'en sortir si on ne co-construisait pas un modèle de validation commun. Et là, on s'est dit, si on le fait dans une plateforme universitaire, ça ne peut pas suffire, il faut aller autrement. Et donc en 2021, on a décidé de créer cette société savante qui s'appelle NPS, Non-Pharmacological Intervention Society, dans le but effectivement de co-construire un modèle d'évaluation basé sur l'evidence-based medicine et basé sur l'approche centrée patient. Et donc on a fait plusieurs étapes. Et là, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, et merci de m'interviewer, parce que ça devient ahurissant. On se serait peut-être jamais rencontrés avant. Je crois qu'il y a un momentum. Oui, c'est ça. Il y a un momentum. Et je pense que la Covid est passée par là. Et qu'on a aussi compris qu'il fallait peut-être changer notre vision de la santé ou notre vision d'agir sur la santé. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, avec un modèle d'évaluation commun, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pratiquement avoir un référentiel des interventions non médicamenteuses. Et merci d'être là, Brigitte, parce que c'est hier, le lancement à la Cité universitaire internationale, après qu'on ait présenté notre modèle d'évaluation au Sénat, le 6 décembre 2023, on a présenté notre travail. Donc ce NPI modèle, qui est un modèle d'évaluation standardisé des interventions non médicamenteuses, c'est fait avec 30 sociétés savantes, neurologie, cardiologie, 30 sociétés savantes sur différentes disciplines médicales. C'est fait avec l'INSERM, donc le grand centre de recherche, etc. Et en disant, on tient enfin un modèle de validation des interventions non médicamenteuses. Et on s'est dit, on va se donner rendez-vous dans 1 an à la Cité universitaire internationale parce que c'est un lieu de paix, c'est un lieu d'interdisciplinarité. Et en disant, on va pouvoir lancer le référentiel accessible au monde entier, pour l'instant en français et en anglais. Et on a dit, il faut qu'on embarque les autorités françaises qui payent et qui remboursent potentiellement ces interventions. Et donc effectivement, il y a aujourd'hui l'assurance maladie, des complémentaires santé, une association de patients très importante chez nous qui s'appelle la Ligue nationale contre le cancer. Donc c'est la grande association des malades, donc qui s'appelle la Ligue nationale contre le cancer, et on tient à leur remercier, qui aide véritablement à ce déploiement international. Pour résumer, ça paraît incroyable, mais on est en train de fabriquer un patrimoine universel de pratiques immatérielles de prévention et de soins. Donc c'est assez passionnant et c'est une aventure incroyable. Écoute, je salue tes projets et les gens que tu réussis à réunir ensemble. C'est vraiment prodigieux. Et il ne faut pas non plus passer sous silence. C'est quand même le livre blanc que tu as lancé avec les nouveaux protocoles où on voit justement qu'il y a
des pratiques non médicamenteuses, non pharmacologiques qui sont proposées dans certains parcours, que ce soit des patients atteints de cancer ou le stress. C'est vraiment fascinant. Et je crois que c'est juste un début. Et ce qui est aussi important, et il faut bien le mesurer, c'est que dans ton pragmatisme, il y a vraiment une volonté d'application directe et rapide. Parce que souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a des théories, mais on a de la difficulté à être dans le concret et dans l'accessibilité. Parce que les gens qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit justement dans un protocole de soins complexe, là, avec des interventions qu'on pourrait dire globales, parfois c'est le temps. Et on sait que le temps est un facteur très important pour aller chercher la personne dans sa motivation intérieure et dans sa compréhension. C'est très juste. C'est très juste. C'est là, on voit arriver des mots comme santé intégrative, comme réflexion sur l'empowerment ou l'engagement. Exact. Et effectivement, l'offre est en train de se déployer un peu de façon mondiale et de façon assez désorganisée. Et tu as commencé avec le mot, c'est vrai, approche non médicamenteuse. Et on se dit, approche est très générique et qu'il faut effectivement penser à son mode de vie et comment son mode de vie intervient, mais aussi peut-être l'environnement, comment il intervient, et avoir des actions spécifiques aussi, et que ce n'est pas contre les médicaments, mais bien avec, et qu'il faut qu'il y ait des solutions intermédiaires. C'est un chaînon manquant qui, maintenant, on l'a qualifié, mais une psychothérapie concrètement, un régime spécifique, un programme de kinésithérapie ou de physiothérapie, je crois, vous dites au Québec. Kinésiologue aussi. Kinésiologue, exactement. Et donc d'avoir d'autres types de métiers qui vont effectivement collaborer à ce que la personne aille mieux et arrête peut-être de chercher dans tous les sens, parce que les médias parfois disent tout et n'importe quoi. Et moi, je travaille aussi au centre anti-cancer de Montpellier. Et effectivement, on a vu parfois des malades qui étaient complètement perdus en disant « mais vous avez un produit naturel, une plante, et vous allez le prendre parce que c'est pas dangereux ». Finalement, la plante était en interaction avec la chimiothérapie. Donc il faut aussi que, y compris les pharmaciens, travaillent en fait à développer des interventions non médicamenteuses et du conseil pour justement le bon usage du médicament. Et ça, ce conseil de bon usage et ce protocole de disease management, c'est finalement le rôle d'un pharmacien d'avoir une intervention. Et c'est pas juste je vous vends un produit, je suis bien, j'ai un service ajouté. Voilà. Et tout l'enjeu, effectivement, de fédérer autour de cette thématique et le fait qu'on ait un modèle standardisé va permettre après d'avoir un référentiel qui sera partagé. C'est Grégory, justement, parce que moi, je fais beaucoup de conférences et un de mes sujets, un de mes topics, comme on dit souvent, c'est la pharmacovigilance, que je trouve que c'est très, très important. Et de plus en plus, on discute, on met un focus sur cette attention à cause de la fragilité des personnes âgées. Mais bon, dans tous les secteurs de la santé, c'est très important de garder le cap là-dessus. Pour terminer, Grégory, je trouve que c'est extraordinaire. Et je te remercie, moi aussi, pour me permettre d'assister à ces rencontres qui sont vraiment magiques. Et il y a des intervenants de plusieurs continents et de plusieurs pays. Et on voit vraiment qu'il y a une convergence et des idéologies qui sont en train de se tisser. La semaine dernière, j'étais à Washington, D.C., pour un sommet sur Integrative Medicine for Mental Health. Et c'était justement... on voit qu'il y a un maillage qui est en train de se faire. Hein? Et je crois que tu es un acteur très important. Merci. Bonne continuité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.